Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction GLENERAL. Les politiques DUCATIVES en Afrique, DEFIS et enjeux. Vanessa CASADELLA, UPJV, CRIISEA, vanessa.casadella@u-picardie.fr. Depuis les théories du capital humain, Baker 1962, Schultz 1961, et de la croissance endogène, Lucas 1988, Romer 1986, il est largement admis que l'éducation est un facteur de croissance et un moyen de lutter contre toutes les formes de pauvreté. Plus une population est éduquée, plus elle est productive, ce qui a en retour un impact positif sur la croissance économique. L'éducation conditionne la modification des comportements sociaux et des modes de production. Elle est le jalon de la compétitivité des États. Ce rôle paraît renforcé dans la nouvelle économie de l'information, de la connaissance et de l'innovation et du capitalisme cognitif, Hugon 2005. Mais si la théorie économique a bel et bien appuyé le rôle de l'éducation comme facteur de croissance économique par fertilisation des initiatives individuelles et surtout collectives, les politiques économiques, notamment dans les économies africaines, n'ont pas toujours été à la hauteur des recommandations réalisées par les organisations et instances internationales. Par fertilisation de l'économie, via l'éducation et la formation professionnelle, nous entendons le développement de toutes sortes de compétences et de qualifications qui intégreront potentiellement les processus de production, d'échange et de consommation tout en créant des nouvelles activités économiques. Pourquoi l'Afrique ? Depuis le Forum mondial de Dakar sur l'éducation pour tous, EPT, en 2000, une forte mobilisation internationale a eu lieu en faveur de l'éducation en direction des pays les plus en retard. Ces pays se localisaient pour la plupart en Afrique subsaharienne. Cette région cumule les handicaps. Elle est partie d'une situation très particulière, celle de sociétés sans écriture qui n'ont découvert l'écrit qu'au travers du Coran pour une petite partie d'entre elles mais surtout dans le sillage de la colonisation. L'école était une invention des Blancs, et initialement considérée comme un outil de la domination coloniale, Pourtier 2010. Les systèmes éducatifs étaient des systèmes totalement importés dans leur structure comme dans leur finalité par les différents colonisateurs, Martin, 2006. Avec 58 millions d'enfants non scolarisés en 2012 UNESCO 2015, l'Afrique subsaharienne a été la plus touchée par les difficultés inhérentes à la réalisation des objectifs de l'EPT. La réalisation de ces objectifs a été très laborieuse, malgré les sommes investies ces 10 dernières années permettant une scolarisation sans précédent. En effet, il ressort de l'édition 2015 du rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, EPT, que les taux nets de scolarisation dans le primaire se sont sensiblement améliorés en atteignant 93% en 2015, contre 84% en 1999. Mais en 2015, date clé pour les objectifs du millénaire du développement, OMD, grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne sont toujours loin d'avoir généralisé l'accès à l'éducation primaire. Des franges entières de la population demeurent exclues du système éducatif. L'éducation pour tous semble être un mirage qui se déplace au fur et à mesure que l'on croit s'en rapprocher. Malgré tout, le continent africain est loin d'être uniforme. La grande diversité des situations à l'intérieur du continent est la règle et non l'exception, y compris entre des pays géographiquement proches, culturellement similaires ou de niveaux économiques comparables. Considéré comme un droit et un moteur du développement par fertilisation des processus économiques, l'accès, la qualité et le financement de l'éducation posent encore un très grand nombre de questions, sur lesquelles la recherche est amenée à travailler pour envisager l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD en 2030. Quelle politique éducative ? L'éducation doit occuper une place prépondérante dans l'élaboration des politiques économiques, et les gouvernements africains doivent s'assurer que ceux qui restent exclus et marginalisés sont pris en compte à travers des politiques plus ciblées. À ce titre, force est de constater un net développement des investissements dans l'éducation en Afrique. Les pouvoirs publics ont déployé de considérables efforts au cours de la dernière décennie pour accroître l'enveloppe de leur budget national alloué à l'éducation. Toutefois,
Les résultats liés à la mise en place de politiques éducatives interrogent sur leur réelle consistance. En effet, le bilan réalisé à Dakar en 2000 fait l'état de la faiblesse globale des résultats obtenus par la politique de l'EPT dans les pays sous-scolarisés. Les pays subsahariens sont démunis économiquement. Ils sont dépendants, endettés et trop peu aidés pour maintenir et développer de réelles politiques éducatives. Vivant principalement de l'agriculture, ils sont pris dans une détérioration irréversible des termes de l'échange des produits primaires, ce qui génère un cercle vicieux de la pauvreté. Par ailleurs, ces pays ont été soumis par le FMI au programme d'ajustement structurel dont l'un des aspects comportait une réduction des dépenses publiques dans les secteurs sociaux, dont l'éducation. Dans beaucoup de pays africains, ces programmes ont eu pour effet de freiner, voire de faire régresser la scolarisation. Martin 2006. Lorsqu'elles sont mises en place, les politiques éducatives introduisent de nombreuses orientations stratégiques telles que l'élargissement et la continuité de l'offre éducative, l'amélioration de l'efficience du système éducatif, le dynamisme de l'enseignement technique et la formation professionnelle ou la promotion de la culture de l'éducation. Très souvent, elles s'accompagnent de dispositifs institutionnels leur permettant d'atteindre plus rapidement leurs objectifs à moyen terme. Ces politiques éducatives sont très hétérogènes d'un contexte à l'autre, d'un territoire à l'autre et d'une région à l'autre. Pour autant, et globalement, l'analphabétisme reste très important et la scolarisation primaire encore loin d'être démocratisée. Doit-on en conclure sur l'inadaptation de ces dernières ? Leur pertinence reste largement discutée malgré leurs enjeux, trop peu valorisés. Quels enjeux autour des politiques éducatives ? Cette question a été débattue lors du premier séminaire ADU. Afrique Développement Université, organisé par le Réseau de recherche sur l'innovation, le 14 novembre 2016. Ce thème, autant large qu'ambitieux, mobilise plusieurs problématiques abordées pour la plupart lors de cette journée de débat. Il part d'un état des lieux de l'éducation en Afrique subsaharienne, aux conditions de l'efficacité de la coopération internationale, au rôle des acteurs privés, jusqu'à la réflexion de l'enjeu démographique sur les systèmes éducatifs. Mais loin d'être exhaustif, il interroge aussi le rôle de l'innovation et des systèmes productifs autour de la question éducative, tout comme, plus spécifiquement et entre autres, les causes d'abandon de la scolarisation des jeunes filles au Niger. Dans ce numéro spécial, 5 contributions sont généralistes tandis que 4 ciblent des terrains empiriques spécifiques: le Niger, l'Algérie, le Gabon et la République démocratique du Congo. Le premier article, écrit par Françoise Cros et Lorraine Prigent, intitulé « Les conditions d'efficacité de la coopération internationale au service du développement de l'éducation en Afrique », pose la problématique des conditions spécifiques afin qu'une coopération internationale contribue à augmenter les chances de réussite dans le domaine de l'éducation et de la formation. Selon ces auteurs, qui montrent une logique d'acteurs démultipliée et parfois désarticulée, l'efficacité de l'aide à l'éducation en Afrique passe nécessairement par une expertise aux méthodes renouvelées, centrée sur la pratique et sachant opportunément tirer les leçons des expériences infructueuses des dernières années. Le second article, proposé par Rohan Deglepierre, aborde le thème de l'enseignement privé et du développement de l'éducation en ASS. Cet auteur revient d'abord sur la difficulté à tracer une limite précise et immuable entre enseignement public et privé, malgré l'importance du phénomène. Selon ce dernier, l'enseignement privé est un acteur ancien et incontournable de la scène éducative de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Dès lors, il n'est pas opportun de bloquer toutes les initiatives privées ou de les laisser se développer sans véritable contrôle ni incitation, malgré le danger particulièrement important de voir se mettre en place un système éducatif dual. Le troisième article, rédigé par Marc Pilon, Démographie, éducation et développement en Afrique, revient sur le thème tant évoqué ces dernières années du défi du nombre et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne. Marc Pilon montre que les relations entre démographie, éducation et développement sont fortes, mais aussi très complexes. Le niveau élevé de la croissance démographique de la plupart des pays subsahariens va constituer, pour de nombreuses années encore, une véritable contrainte nécessitant toujours plus de ressources financières pour parvenir enfin à atteindre la tant attendue scolarisation primaire universelle.
Le 4e article, écrit par Jacques Yambou Dituma, Politique de l'éducation et développement du capital humain, le cas de la République démocratique du Congo rez-de-chaussée, revient sur l'étude des politiques éducatives appliquées en rez-de-chaussée à l'époque coloniale et postcoloniale. Selon ce dernier, les politiques libérales, qui prônent la marchéisation de l'éducation dès 1987 dans ce pays, sont contre-productives et portent de graves menaces sur l'avenir des personnes et des communautés qui se retrouvent au bas des hiérarchies sociales. Le 5e papier, de Reda Younes Bouassida, quelle place de l'économie de la connaissance en Algérie ? La transition du modèle de croissance en question s'interroge sur le rôle de l'économie de la connaissance en Algérie. L'auteur en déduit notamment que l'enjeu de son développement réside dans l'absorption de connaissances, plutôt que dans leur production. Pour cela, la capacité d'absorption des savoirs extérieurs en Algérie est essentielle, tout comme l'insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Le 6e papier, rédigé par Vanessa Casadella, le système national d'innovation et les systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne, de la légitimité conceptuelle aux nouveaux challenges actuels, analyse le rôle entre les systèmes productifs et d'innovation et les enjeux éducatifs. Les systèmes éducatifs, à travers l'enseignement supérieur, mais également à travers les politiques d'apprentissage et de formation, sont essentiels dans la problématique des systèmes d'innovation africains. Les institutions de la connaissance et tous les dispositifs institutionnels de formation et d'apprentissage doivent être en connexion permanente avec les systèmes productifs pour générer de l'innovation et produire des connaissances. Cette connexion n'est pourtant pas assez reconnue actuellement, freinant l'émergence de pôles d'innovation. La 7e proposition, d'Emmanuel Moussoine et Prosper Metougnang, le renforcement de la formation technique et l'industrialisation en Afrique subsaharienne, le cas du Gabon, montre que les processus économiques de rente et de coopération postcoloniaux en place depuis les indépendances n'ont pas permis de favoriser de véritables transferts de compétences et la création des filières industrielles. Or, face aux mutations actuelles de l'environnement international, la formation technique apparaît comme une condition nécessaire à l'acquisition des compétences indispensables à l'appropriation des innovations et à la création des filières industrielles. Le 8e papier, écrit en anglais par Daniel Perlman, Fatima Adamu et Quentin Wodon, Why do adolescent girls drop out of school in Niger? Revient sur les causes selon lesquelles les jeunes femmes au Niger abandonnent l'école prématurément dans les zones rurales. Dans la région de Maradi au Niger, il semble y avoir un consensus selon lequel si l'éducation en milieu rural était de qualité suffisante pour être un moyen efficace d'assurer un avenir pour les filles, l'investissement serait réel. Mais l'éducation est souvent considérée comme une obligation religieuse d'une qualité si médiocre qu'elle offre peu de possibilités pour l'avenir. Enfin, la dernière contribution, écrite dans la rubrique « Témoignages et récits d'experts », Politique éducative et développement en Afrique, par Philippe Hugon, analyse les dynamiques éducatives, les effets de l'enseignement sur la croissance ainsi que le rôle des politiques éducatives vis-à-vis du développement. Selon Philippe Hugon, l'éducation a pour finalité de transmettre et de construire de génération en génération le patrimoine culturel, de reproduire et transformer les rapports sociaux et de contester les structures sociales. L'ensemble de ces contributions montre combien l'éducation dans ce continent est importante, bien que malmenée et controversée dans ses enjeux par la diversité des acteurs, des pratiques, des territoires, des savoirs et des savoir-faire. Bibliographie. Hugon P., codirection avec Michalet, C. 2005, Les nouvelles régulations de l'économie mondiale, Cartala, Paris. Martin J. 2006, Quelle politique éducative pour quelle éducation dans les pays pauvres? In Pilon, Monsieur Ed. Défi du développement en Afrique subsaharienne, l'éducation en jeu, CEPED, Nogent-sur-Marne, pages 147 à 161. Pourtier, R. 2010, L'éducation, enjeu majeur de l'Afrique post-indépendance. 50 ans d'enseignement en Afrique, un bilan en demi-teinte, Afrique contemporaine, volume 235, numéro 3, page 101 à 114. UNESCO 2015, rapport de suivi sur l'éducation pour tous, UNESCO, Paris. Conditions de FFICACITE de la coopération internationale, au service du DEVELOPPEMENT de l'éducation en Afrique.
Lorraine Prigent, CAYAMBE Education, lorraine.prigent@keambeducation.com. Françoise Cross, CNAM, françoisecross75@orange.fr. Introduction. L'ensemble de la communauté internationale considère l'éducation comme un instrument essentiel de développement économique, social et culturel pour toutes les nations. Il y aurait comme un discours englobant, un référentiel international qui sous-tendrait le discours relatif à la scolarisation dans les pays du Sud et donc dans les pays africains. Que reflète concrètement ce discours à l'aune des activités de coopération internationale ? 2 prix Nobel ont contribué à démontrer que l'éducation est un investissement. Depuis l'avènement des théories du capital humain de Gary Becker en 1964, et la généralisation des stratégies de réduction de la pauvreté portées par la Banque mondiale depuis la fin des années 1990, les avantages économiques liés au développement de l'éducation sont largement reconnus. S'y ajoute une série d'avantages non économiques, santé, bien-être, égalité de genre, développement durable, ayant une incidence sur l'attractivité des investissements étrangers, la stabilité politique ou encore la stabilité des institutions. Ainsi, les stratégies de réduction de la pauvreté, en particulier sur le continent africain, incluent tout un volet lié au développement de l'éducation. Au-delà de ces considérations quantitatives, Eric Anouchek et Ludger Ousmane 2008 ont montré que ce n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité de l'éducation qui importe avant tout pour la croissance, qualité mesurée pour ces travaux à la lumière des résultats au test PISA. On verra plus avant que ces considérations de qualité ont fortement influencé les cadres de référence mondiaux et ont entraîné une prise de conscience sur l'importance de la qualité, tout en laissant pour l'instant ouverte la question de sa mesure dans les pays africains et des leviers concrets de son amélioration au sein des systèmes éducatifs. Pour autant, la causalité du lien entre éducation et développement, tant sur le plan de la nature de ce lien que sur les stratégies à mettre en œuvre, ne fait pas l'objet d'une lecture unanime, ENAF 2006. Au-delà de la reconnaissance de l'éducation et de l'alphabétisation comme un droit pour tous, qui devrait se passer de toute justification économique, il demeure complexe de dégager une argumentation construite et claire au service des décideurs qui interviennent dans un cadre économique contraint. Il n'y a pas de consensus sur le niveau d'investissement qu'il convient de prioriser, ni sur la meilleure allocation des fonds publics dans l'éducation. De par le poids des salaires et l'importance de l'effort consenti en termes de bâtiments et d'équipements, l'éducation est bien souvent le premier poste budgétaire des États, et les marges de manœuvre sont faibles. Un pays comme le Mali, qui a certes érigé le secteur en priorité nationale, a consacré en moyenne environ 30% de sa dépense publique à l'éducation sur les 10 dernières années. Il n'est pas raisonnable d'envisager, compte tenu de l'importance des défis à relever par le pays, qu'une augmentation de cette part soit souhaitable. Il importe donc pour les décideurs d'opérer des choix complexes de politique publique. S'ajoute à ce besoin de prioriser l'affectation de ressources publiques au sein du secteur éducation, une nécessité accrue de régulation qualitative et quantitative de l'offre dans un contexte d'augmentation sensible de la part du secteur privé, communautaire ou associatif. Pour poursuivre sur le cas du Mali, dans le sous-secteur particulièrement emblématique de l'enseignement secondaire général, les effectifs ont quadruplé sur la période 2000 à 2016 et la part de ces effectifs scolarisés dans le privé est passée sur la même période de 25,2 à 60,6%. Il résulte de ces constats pour les nations du Nord une obligation morale internationalement reconnue d'apporter une aide non seulement financière, mais aussi technique aux États les plus fragiles. Et c'est sans doute sur ce volet technique que l'influence peut être la plus significative. On notera au passage que l'émergence de nouveaux bailleurs, en éducation comme dans d'autres secteurs, acte du fait que l'aide n'est pas seulement un acte de philanthropie découlant d'une obligation morale mais bien un outil de positionnement stratégique et de soft power. Sur les aspects financiers, on se réfère au fameux objectif de 0,7% du PIB consacré à l'aide publique au développement, APD, tout secteur confondu depuis la fin des années 1960, l'aide publique censée exercer un effet de levier sur les investissements privés d'une part,
et favoriser une meilleure efficacité dans la collecte des ressources fiscales internes d'autre part. Pour le secteur éducation comme pour les autres secteurs, les donateurs recourent à des instruments financiers comme le don, le prêt bonifié, les remises de dette ou les mécanismes de mixage financier qui combinent les apports d'aide publique avec des fonds privés. Quelle que soit la modalité, l'aide est ensuite mise en œuvre sous forme de projet ou sous forme d'aide budgétaire, directement injectée dans le budget de l'État ou allouée à un secteur prédéterminé. Le volet technique est bien entendu une condition essentielle pour assurer l'efficacité de l'aide octroyée et l'atteinte des résultats escomptés, visant pour les organisations utilisant de l'argent public, à rendre des comptes aux contribuables, au nom de ce qui est communément désigné la redevabilité. Ces appuis techniques prennent eux aussi plusieurs formes. Études, conseils, formation et développement des capacités notamment. Peu de données objectives existent sur la mesure voire la détection même de cette influence technique des organisations internationales et de leurs experts dans les pays récipiendaires de l'aide internationale. Cette influence d'ailleurs se défend d'en être une au nom des principes d'appropriation et d'alignement ACTE accent aigu S depuis la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. À cet égard, on peut noter l'effort louable de l'association Aid Data, qui a récemment tenté de mesurer cette influence en interrogeant les cadres des pays récipiendaires. Il en résulte une classification des organismes donateurs en fonction de l'efficacité de leur influence comparée au montant dépensé. L'influence de l'agenda international dans la conduite de l'action publique éducative sur le continent africain, et le poids des rendez-vous récurrents avec les bailleurs dans l'agenda des cadres dirigeants des ministères, sont d'autres indicateurs objectifs de cette implication. Les avis d'experts sont à ce titre fréquemment sollicités. C'est bien de cette expertise qu'il est question ici pour le secteur éducation. Le présent article entend ainsi questionner les enjeux institutionnels, politiques, économiques, scientifiques et d'acteurs qui s'entrecroisent, parfois se contrarient voire s'annulent. Quelles seraient les conditions optimales, si elles existent, pour permettre aux pays concernés de lancer ces réformes en bénéficiant d'un éclairage utile? Quels sont les réels bénéficiaires de ces activités de coopération? Ne peut-on d'ores et déjà supposer que certaines de ces activités ont eu plus d'effets indirects négatifs que d'effets positifs, et cela dans la meilleure intention? Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et que vouloir le bien de l'autre malgré lui est plus contre-productif que de ne rien faire? En d'autres termes, nous chercherons à étudier les conditions minimales pour qu'une coopération internationale contribue effectivement à augmenter les chances de réussite dans le domaine de l'éducation et de la formation. C'est sans doute du discours à l'action que l'articulation est la plus difficile et la plus fragile. Pour traiter ce sujet, notre article se divise en 4 parties. La première partie analyse les évolutions des engagements de la communauté internationale sur l'éducation, Jomtien, Dakar puis Incheon, ainsi que les cadres de dialogue et d'action créés sous l'égide des Nations Unies pour assurer leur mise en œuvre et leur suivi. La deuxième partie aborde les enjeux des politiques sectorielles en éducation en Afrique. Il s'agira de remonter aux sources et d'appréhender la manière dont les textes définissent ces politiques sectorielles, d'en déceler les représentations sous-jacentes aux rédacteurs de ces documents officiels, documents qui transitent entre organismes différents en matière de niveau de préoccupation et de compréhension des objectifs. La troisième partie traitera des logiques variées d'acteurs impliqués dans ces activités de coopération internationale, selon les objectifs de l'institution qui les emploie, selon leur propre représentation de leur mission, selon la compréhension qu'ils ont des rencontres avec d'autres acteurs. Bref, cette partie tentera de démêler l'écheveau de tractations sociales complexes dont les enjeux politiques et scientifiques s'entrecroisent. Elle traitera des liens qui se tissent entre les personnes désignées comme experts, dans leurs relations avec les acteurs locaux dont les statuts hiérarchiques ne simplifient pas toujours le dialogue. La quatrième partie présente une étude menée par une équipe de chercheurs dont l'objectif était de comprendre ce qui s'est concrètement passé lors de réformes menées dans les pays d'Afrique, à des fins de développement du système éducatif et de développement des apprentissages des élèves de l'école de base. Il s'agira d'une réforme qui a pratiquement touché tous les pays d'Afrique francophone, à des doses différentes, celle de l'approche par compétences ou APC. 1. Le cadrage international.
Le passage du quantitatif au qualitatif. L'éducation est à n'en pas douter un sujet qui fédère les nations au niveau international, avec de nombreux engagements internationaux, souvent unanimes, adoptés dans le cadre des Nations Unies. Les citoyens du monde interrogés lors de l'enquête My World dans 114 pays ont ainsi plébiscité, toutes géographies confondues, leur nette priorité pour une bonne éducation pour les 15 années à venir. Depuis 1959 et l'adoption par l'ACNU de la Déclaration des droits de l'enfant, le droit à l'éducation fait consensus et sa gratuité est consacrée par des textes juridiques. Avec un taux net de scolarisation au primaire de 93% en 2015 contre 84% en 1995, UNESCO-GMR 2015, l'état de l'éducation dans le monde est aujourd'hui bien différent de ce qu'il était lors de la décennie précédente, même si ces chiffres rassurants masquent des inégalités persistantes en fonction du niveau de pauvreté des populations. Des écoles ont été construites en masse, et les enfants les fréquentent pour une majorité d'entre eux. Sur le continent africain, où le taux de scolarisation au primaire est actuellement de 80% environ, on a pu assister à une augmentation massive du nombre d'écoles et une suppression progressive, Burundi, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, ou au moins une diminution substantielle des frais d'écolage. Ces transformations profondes du paysage de l'éducation africain se sont opérées sous le regard attentif des grandes organisations internationales, qui se sont fixées pour stratégie d'accompagner le changement dans les systèmes les plus fragiles. Historiquement, les efforts de la communauté internationale se sont tout d'abord concentrés sur la question de l'accès à l'école primaire, la finalisation d'un cycle primaire complet étant considérée comme apte à garantir l'irréversibilité des savoirs de base. Plusieurs événements successifs de portée mondiale ont consacré la volonté d'atteindre l'éducation pour tous, EPT, à travers l'objectif d'une scolarisation primaire universelle, SPU. La Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous adoptée à Jomtien en 1990 place l'éducation au cœur de toute politique de développement et pose pour la première fois un cadre définissant des objectifs et des stratégies destinées à répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous. 10 ans plus tard, et devant l'insuffisance des progrès réalisés, le Forum mondial de Dakar sur l'éducation pour tous a élargi le champ et l'impact de ses engagements à travers un cadre d'action plus précis structuré autour de 6 objectifs et décliné en 6 cadres régionaux. Les 1100 participants à cet événement inédit en matière d'éducation ont reporté l'objectif d'atteinte de l'éducation pour tous à l'an 2015, jugé trop ambitieux, en confiant à l'UNESCO le rôle d'entretenir la dynamique engagée. Ces préoccupations ont été partiellement reprises quelques mois plus tard au titre des objectifs du millénaire pour le développement, notamment les objectifs 2, Education primaire pour tous, et 3, Égalité des sexes, mais il a pu être reproché à l'interprétation qui en a été faite au niveau des pays, de privilégier une approche en termes d'accès peut-être trop exclusivement quantitative. Le bilan de 15 années, ou même 25 depuis Jomtien d'éducation pour tous a permis de lister des succès, au rang desquels la réduction quasiment de moitié des enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, ou encore en matière de réduction des disparités entre les sexes. L'Afrique a ainsi augmenté de 20% son taux net de scolarisation entre 2000 et 2015, contre un gain de 8% entre 1990 et 2000, Nations Unies 2015. Ce bilan comporte aussi des échecs, et plus de la moitié des 61 millions d'enfants non scolarisés au niveau primaire sont africains UNESCO 2016. Il s'agit le plus souvent des populations les plus éloignées de l'école. Les OMD n'ont pas réussi à toucher les plus fragiles. En outre, la massification a bien souvent eu des répercussions négatives sur la qualité des enseignements dispensés dans les classes, recours à des enseignants peu qualifiés, surpopulation dans les classes, augmentation des contestations syndicales et dégradation du climat social dans de nombreux pays d'Afrique. En réponse à ces défis, l'UNESCO 2015 a appelé à fixer pour l'après 2015 des cibles d'éducation précises, mesurables, réalistes et pertinentes. L'entrée dans une logique post-2015 a conduit à la convocation d'un nouveau forum mondial à Incheon en mai 2015 qui prend acte de ces insuffisances. La nouvelle vision internationale met désormais l'accent sur la qualité. Au titre de l'objectif de développement durable, ODD numéro 4,
qui reprend le programme 2030 adopté à Incheon, les États signataires s'engagent, d'ici 2030, à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Cet objectif a été adopté en décembre 2015 avec ses 10 cibles. En fait, cette cible et 3 moyens de mise en œuvre, par l'ensemble des nations membres de l'ONU, octroyant ainsi aux ODE une légitimité mondiale sans précédent. Comme tout consensus, il est le fruit d'un compromis. Ainsi, non seulement l'objectif de scolarisation primaire universelle, SPU, est maintenu, mais il a été étendu au premier cycle du secondaire, CID 2, ainsi qu'au préscolaire. Paradoxalement, dans un contexte de restriction des marges de manœuvre budgétaires des États, il n'est plus question pour ces objectifs mondiaux de prioriser l'un ou l'autre des sous-secteurs en reconnaissant que tous sont essentiels. En outre, les notions de qualité et d'égalité sont ajoutées à celles d'accès. Il faut aller en classe, mais encore faut-il y apprendre vraiment quelque chose, générant de nouveaux enjeux autour de la définition de la qualité en éducation et bien sûr, de sa mesure. Et cette définition, comme l'observe la Banque mondiale dès 1995, est un exercice complexe prenant en considération certes les résultats des élèves mais aussi la nature de l'expérience éducative aidant à produire de tels résultats, l'environnement de l'apprentissage. Depuis 2002, la réalisation de l'objectif d'éducation pour tous, EPT, fait l'objet d'un suivi publié annuellement. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016, dit rapport GEM pour Global Education Monitoring Report, dresse, en lien avec ce nouvel objectif souvent dénoncé comme irréaliste, un constat alarmiste. Si des mesures ambitieuses et radicales ne sont pas prises, le monde aura plus d'un demi-siècle de retard dans l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. L'atteinte en est mesurée à l'aune des 11 indicateurs mondiaux initialement adoptés par le GIEODD, auxquels s'ajoutent 32 indicateurs thématiques proposés par l'UNESCO et les déclinaisons qui devront en être fixées au niveau régional et national, local. Un dispositif très ambitieux si on le compare à la réalité de la capacité de pilotage des systèmes éducatifs auxquels il se rapporte, et une mesure sophistiquée si on la rapporte au niveau moyen de précision et de fiabilité des données recueillies. 2. Les politiques sectorielles Education en Afrique et leur MECANISMES de formulation. Une réponse au DEFIS pose au gouvernement. Après l'adoption de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, les pays donateurs ont consacré leur volonté de s'aligner sur les priorités et le système national dans une logique d'approche dite sectorielle. En éducation, ce type d'approche a pu sembler d'autant plus adapté que le secteur est sujet, sans doute plus que beaucoup d'autres, à des pressions permanentes qui concentrent l'énergie des décideurs sur l'immédiat au détriment des objectifs de plus long terme. Le plus souvent, et c'est un constat qui ne vaut pas seulement en Afrique, les ministères de l'éducation gèrent les tâches traditionnelles en réaction à des impératifs, rentrée scolaire, examens, et des demandes externes, sociales, politiques, bien souvent dans un contexte d'urgence. Face à cette urgence, les tâches plus structurelles liées à la proposition d'une vision ou de la régulation du fonctionnement de l'administration sont souvent laissées de côté. Il y a donc des marges de manœuvre importantes pour travailler avec les ministères de l'éducation africains autour de l'augmentation de la capacité à formuler des objectifs de politique éducative, politique sectorielle, et planifier de manière opérationnelle les étapes nécessaires pour les atteindre, dans le but louable de s'inscrire plus directement dans l'anticipation et la préparation de l'avenir de l'éducation. En Afrique, ces défis sont immenses et les efforts à fournir demeurent colossaux en raison de la jeunesse de la population et de l'extraordinaire vitalité démographique du continent. Les gouvernements ont réagi en augmentant substantiellement la part du budget national consacré à l'éducation, absorbant ainsi les coûts liés à la suppression des droits d'écolage et tentant d'apporter une réponse à ces pressions quantitatives. Des programmes lourds de construction d'écoles ont été lancés ainsi que des campagnes de recrutement massif d'enseignants, essentiellement des contractuels. Pour des pays comme le Bénin, le Cameroun ou le Mali par exemple, ces vacataires à la formation initiale minime voire absente représentent désormais la grande majorité du corps enseignant. Enfin, la massification de l'enseignement primaire génère des pressions importantes sur le secondaire premier et deuxième cycle,
et un problème structurel d'inadéquation persiste entre l'offre de formation secondaire et supérieure et les besoins du marché de l'emploi. Les approches sectorielles se sont donc mises en place à partir des années 2000, exigeant pour se développer la présence de 3 éléments clés: des mécanismes fiables de concertation des bailleurs, un cadre budgétaire permettant de prévoir les dépenses à moyen terme, et bien entendu, un cadre stratégique aussi appelé politique sectorielle, accompagné le plus souvent d'un document opérationnel ou plan sectoriel. Ces politiques et plans sectoriels font l'objet d'adoptions officielles dans les pays, Conseil des ministres, conférences nationales, etc. Ce qui leur confère une dimension forte d'appropriation nationale, bien que la rédaction soit bien souvent fortement influencée par les experts internationaux appelés en appui. L'adoption de ces politiques va de pair avec la constitution de comités de coordination ministériels ou interministériels souvent complexes, ainsi qu'une concertation périodique entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers au cours desquels les ministres de l'Éducation sont appelés à rendre des comptes périodiquement sur leurs résultats en matière d'éducation. Ces dispositifs, basés sur des matrices sophistiquées de suivi et le calcul d'indicateurs précis, se sont généralisés dans les pays africains, et leur évaluation périodique, également appelée « revue sectorielle », place les systèmes éducatifs africains sous haute surveillance internationale. À la lecture de ces différents outils et politiques sectorielles, le lecteur constate un certain nombre de similitudes dans les formulations et des thématiques abordées d'un pays à l'autre, qui est sans doute à mettre en relation avec les mécanismes de formulation et les institutions impliquées. Les différents pays ont souvent bénéficié des conseils des mêmes experts et institutions, ce qui a pu aboutir à des choix convergents. À la fin des années 1990 déjà, on notait une convergence voire une similarité des formulations dans les lois de décentralisation adoptées au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Plus récemment, la réforme dite de l'école fondamentale ou école de base, qui prescrit le rattachement du secondaire premier cycle collège en France au cycle primaire, est l'une d'entre elles, inscrite au cœur de la politique éducative de pays comme le Burundi, la Rez-de-Chaussée ou le Burkina Faso. Cette réforme, également appelée « école du socle en France » où elle n'a jamais pu faire consensus, porte, pour les pays qui la mettent en œuvre, des enjeux très importants en matière de ressources humaines, avec entre autres la création d'un nouveau corps d'enseignants polyvalents chargés de la transition entre primaire et secondaire premier cycle et la nécessité de revoir les programmes du secondaire, jusqu'ici majoritairement disciplinaires. Dans les pays où il existe un ministère de l'enseignement secondaire, les conséquences en termes de gouvernance et la charge administrative liée au transfert des personnels vers le ministère de l'Éducation de base ne sont pas négligeables. Quelques années auparavant, les réformes curriculaires dites par compétences, voire ci-dessous, s'étaient généralisées avec le même enthousiasme et en réponse aux mêmes dynamiques de collaboration entre les gouvernements et les experts internationaux chargés par les organisations internationales de la rédaction, ou plutôt l'appui à la rédaction des documents de politique sectorielle. Plus récemment, les efforts des bailleurs se sont également concentrés sur l'élaboration de politiques nationales de formation continue des enseignants, dont l'existence a pu parfois constituer une condition pour la mise en place de l'aide alors même que la formation continue demeure optionnelle dans de nombreux pays européens dont les systèmes éducatifs sont pourtant bien mieux dotés en moyens humains et financiers que ceux de l'Afrique subsaharienne. Sans aborder ici l'épineuse question de l'effectivité de ces réformes ou de leur opportunité, ce qui serait un jugement de valeur prématuré tant les effets des politiques éducatives se mesurent sur la durée, leur introduction récurrente dans de nombreux pays africains interroge. L'introduction de changements aussi importants pour être effective nécessite du temps et de l'énergie, Michel 2006. Et plusieurs pays européens, dont certains experts prescripteurs sont les ressortissants, ont d'ailleurs renoncé à les mettre en œuvre. Au regard de la mobilisation et des moyens nécessaires pour que les écoles africaines puissent faire face aux immenses défis quantitatifs et qualitatifs que leur impose le contexte démographique et social, soulignons simplement la nécessité pour les feuilles de route d'être claires et précises. La lecture des documents de politique sectorielle, ou de nombreux autres outils d'analyse ou de mesure promus par les bailleurs et rédigés par les experts dans le but louable d'appuyer les gouvernements, met en exergue des textes souvent longs et complexes où la finesse de l'analyse semble parfois prendre le pas sur le pragmatisme,
Michel et Prigent 2016, nécessaires à la mise en œuvre. Cette complexité est d'autant plus inquiétante que les recommandations des équipes de l'UNESCO vont désormais vers un dépassement de ces approches sectorielles pour promouvoir une planification multisectorielle ou transsectorielle, UNESCO 2016, pages 63 à 76, englobant, pour le secteur éducation, les interventions des initiatives intégrées en matière d'alimentation et de santé scolaire, le développement du jeune enfant et la formation aux compétences et aux activités génératrices de revenus. Si cette volonté de coordination et de collaboration est appuyée par une argumentation convaincante, les mécanismes de leur mise en œuvre demeurent, à ce jour, peu clairs et l'écueil d'une complexification accrue des textes et des référentiels pourrait bien refaire surface. L'implication de la société civile, longtemps considérée comme impérative pour le suivi des réformes, est elle-même relativisée, en raison du manque fréquent d'indépendance de nombreuses organisations, qui dépendent bien souvent de subventions octroyées par les autorités dans le pays concerné, ainsi que dans l'extraordinaire hétérogénéité des différents acteurs regroupés au sein de la société civile. UNESCO 2016, page 32, tout en soulignant le rôle des instances de coordination au niveau mondial. La complexité semble donc encore avoir de beaux jours devant elle. 3. Logique d'acteurs et cadres complexes pour la mise en œuvre. Il est intéressant de noter qu'après la mise en œuvre d'une réforme, la question de savoir pourquoi cette réforme et pas une autre est posée. Autant la partie prescrite de la réforme est connue, autant sa partie pratique dans le réel est invisible, enfouie dans les sables de la complexité. Or nous savons qu'entre des paroles souvent éloquentes et attractives et leur mise en œuvre, il existe un fossé voire des contradictions. Quelle légitimité possède cette réforme ? La dimension contextuelle est la plus importante, et pourtant la plus négligée. Cet obstacle est sans doute dû à la difficulté qu'il y a à l'appréhender. Il serait nécessaire de prendre en compte sérieusement au moins 3 éléments. La réceptivité des acteurs qui auront à la mettre en place, en considérant les différents niveaux de responsabilité de ceux des ministères aux enseignants dans leur classe. Les ressources matérielles actuelles, aussi bien les bâtiments et leur équipement que les supports pédagogiques existants, et pas ceux potentiellement à venir, et la durabilité budgétaire comme résultat d'une conjugaison entre l'autonomie financière du pays et la progressivité et continuité des aides internationales. L'examen de beaucoup d'implantations de réformes scolaires dans les pays africains francophones révèle l'implication de nombreux acteurs dont les enjeux et les intérêts intellectuels et financiers ne sont pas toujours en accord, parfois même s'annulent et produisent de totales incompréhensions aboutissant à l'échec de la réforme dans un gâchis innommable. Il est très rare qu'une réforme d'ampleur en Afrique ne soit pas accompagnée d'une demande budgétaire auprès des bailleurs, et donc de l'arrivée d'un processus complexe de coopération internationale. C'est à ce moment que se jouent beaucoup les inflexions diverses de la réforme, à travers ce que les bailleurs nomment renforcement des capacités. Que font les experts et quels effets ont-ils sur l'implantation de cette réforme ? Les résultats seraient-ils les mêmes sans les inflexions et orientations venues de l'extérieur ? Depuis plusieurs décennies, la coopération internationale a évolué dans ses manières de faire. On pourrait distinguer 3 étapes d'intervention. Une première étape relativement directive basée sur l'idée que les bénéficiaires ne savent pas ce dont ils ont besoin, et qu'il est nécessaire, voire indispensable, de leur apporter des formations et des matériaux, manuels scolaires notamment, qui permettront leur développement professionnel et le mieux-être des élèves. Les experts internationaux sont indispensables dans cette tâche technique et bienveillante. Une deuxième étape où des études en amont de la mise en œuvre de la coopération sont menées de manière à connaître le terrain. Ces études, souvent conduites par des experts étrangers, se basent sur des dimensions normatives et quantitatives, RESEN, PASEC, etc., plus dans un esprit de comparaison entre pays que dans la perspective d'une adaptation fine au profil même du pays en vue d'une réforme. Les acteurs locaux découvrent ces études. Ils en sont bien souvent les observateurs, et même lorsqu'ils y participent directement, la question de l'utilisation réelle de ces outils par les cadres en charge du pilotage de l'éducation reste posée. Une troisième période où une prise de conscience face au peu d'impact modificateur des activités de coopération internationale antérieures a conduit à repenser cette dernière,
et à changer le balancier au profit des acteurs mêmes du pays. Mais quels acteurs? Les enseignants eux-mêmes, en entrant dans la boîte noire des classes? Les personnes politiques à responsabilité dans les ministères? Les experts locaux qui sont apparus avec le développement de la formation technique interne? Avec l'acquisition par les autochtones de diplômes et de compétences accrues? Ce choix d'une aide visant davantage le renforcement des capacités que la substitution a conduit à négocier les actions de coopération avec les autorités locales ou tout au moins les responsables politiques incontournables, à charge pour eux de monter des groupes de négociation représentatifs des populations concernées par la réforme. Autrement dit, il revient à la responsabilité du pays d'accepter ou de refuser des expertises selon leur propre représentation des orientations nécessaires à leur pays, selon des négociations rapides qui se font souvent dans une absence de dialogue direct, mais sont récurrentes et souvent chronophages. Dans certains pays, le temps consacré à la négociation et aux revues des bailleurs empiète très sérieusement sur les tâches statutaires de nombre de cadres. Cette option a l'avantage de ne pas négliger les acteurs locaux, mais elle recèle un problème, celui du positionnement et ou de la compétence même du négociateur et de ses intentions. Le problème de l'absence de compétence est ainsi de nature à se déplacer des experts internationaux et locaux aux responsables politiques dans leur capacité à installer un dispositif démocratique de négociation des orientations prises. À côté des responsables décideurs politiques du pays, se trouvent donc les experts qu'ils soient nationaux ou internationaux. Qu'est-ce qu'un expert? Quelles sont ses qualités et ses compétences? Au-delà de la répétition d'expériences similaires dans plusieurs pays qui forment autant de lignes dans un curriculum vitae? Comment est-il reconnu et évalué? Outre ces nombreuses questions qui ne trouvent pas de réponse unanimement reconnue, on note que leur travail est prescrit par les bailleurs et commanditaires à travers des termes de référence prescriptifs mais rédigés parfois sans prendre en compte le contexte dans son ensemble. Il en résulte des objectifs qui contraignent ces choix parfois transformés en injonctions paradoxales dans un esprit bien souvent éloigné des réalités du terrain. À côté de cette question du suivi et de la définition des expertises, se pose également celle de leur sélection. On décèle une certaine compétition entre organismes prestataires recrutant les experts et leurs critères se basent sur 3 dimensions. Les propositions techniques, les coûts financiers et surtout les curriculum vitae, outils dont la pertinence pour juger de la compétence humaine et technique d'une personne reste discutable. Pour honorer l'offre acceptée par les bailleurs internationaux, les experts doivent tout de suite être opérationnels et engager des actions, souvent au niveau national, se substituant parfois au comité de pilotage de la réforme par faute de composition d'une équipe locale, soudée, stable et pérenne. Il est rare de voir une coopération internationale dont le travail premier aurait été de regarder ce qui se passe dans le système, dans les classes, d'aller observer et échanger avec les enseignants sur leurs pratiques, leurs savoirs et leurs objectifs. Cela veut dire d'avoir des experts ignorants en tandem avec des personnels locaux, passant plusieurs jours sur place, souvent dans la brousse, montant des études de cas conduisant à repérer la perméabilité du système, ses limites, ses richesses et ses leviers. Une rencontre poussée avec les syndicats permettant une prise en compte des rapports de force serait aussi salutaire. Ce processus de bottom-up conduirait à une réforme à l'envers, c'est-à-dire s'adossant sur les réussites prises ailleurs et leurs conditions d'effectivité. Il s'agirait alors de prélever sélectivement ce qui pourrait aider à améliorer concrètement sur le terrain les apprentissages des élèves, parallèlement aux apprentissages des enseignants et de leurs encadrants, selon une chronologie réaliste. Il faut accepter de perdre du temps pour en gagner, telle pourrait être la devise des réformes des systèmes scolaires. Ce n'est qu'après avoir préparé les acteurs à agir dans l'esprit de la réforme, que cette dernière s'accomplira. Or cela requiert du temps, un accompagnement continu et des conditions matérielles et financières en adéquation. Les politiques sont généralement reprises par les intermédiaires locaux, qui eux-mêmes construisent leur propre politique éducative qu'ils négocient avec l'expert international. Cette forme de hiérarchie descendante dans la conception de la politique domine souvent l'autre conception basée sur l'horizontalité ou plutôt, sur la circularité, c'est-à-dire sur des négociations, des confrontations de points de vue, des routines efficaces, des arrangements, etc. Les responsables politiques,
policymakers conçoivent des directives, aidés en cela par des technocrates, nationaux et internationaux et imaginent la suite comme une simple application. Or, l'action politique ne se réduit pas à l'application de règles produites une fois pour toutes en amont, mais ces règles naissent de discussions, de négociations entre les acteurs situés à différents niveaux, ceci tout au long du processus concerné, Comay, 2004, 413. 4. Les réformes et solutions PEDAGOGIQUES, CLES en main. Une fausse bonne idée. Dans les années 2000 à 2010, une vague de réforme des systèmes scolaires a déferlé sur les pays africains francophones à la suite de réunions appelées « États généraux de l'éducation ». Ces derniers mettaient en évidence le peu de rendement des systèmes scolaires de ces pays et la nécessité absolue de faire quelque chose. Ces pays, à la recherche de la solution, ont rencontré une offre qui se voulait originale, plus adossée sur des recherches récentes que sur une opérationnalité efficiente réelle. Ce fut la pédagogie dite approche par compétence, APC. Dans les pays développés, la compétence est devenue le maître mot de toute pédagogie qui se veut intelligente et performante. La compétence permettait aux pays africains de s'évader des évaluations quantitatives de leur système scolaire, au profit d'un enseignement qui aborderait enfin la qualité. Les chercheurs et pédagogues formateurs se disputaient pourtant sur le sens du terme compétence, sur ses aspects concrets. Mais est arrivée la solution miracle, une sorte de mallette pédagogique toute ficelée, avec des propositions de formation aux différents niveaux du système scolaire, des supports, des manuels, le tout accompagné de formateurs et d'experts sans oublier la demande de financement qui va avec. L'éducation est-elle un marché comme un autre ? Il y a bien eu quelques tentatives de mise en œuvre dans les pays originaires de cette APC comme la Belgique ou le Québec, qui bien vite ont été abandonnées au profit d'activités pédagogiques mixtes recomposant l'approche avec d'autres méthodes plus rodées. Mais en Afrique, il est permis de se lancer dans des opérations qui ont échoué dans les pays développés avec l'idée que là où l'école ne marche pas, il vaut mieux donner une méthode toute nouvelle et l'expérimenter. Les auteurs de cette mallette avaient les meilleures intentions, ils voulaient mettre en pratique cette méthode en l'améliorant. Le marché fut bon, voire excellent. Une kyrielle d'experts est venue pour aider, former, développer, accompagner ponctuellement les acteurs locaux. Des productions locales ont été élaborées avec les cadres des systèmes éducatifs. Tout semblait bien aller puisque ces derniers étaient satisfaits de découvrir les dernières innovations créées sur la base de recherches théoriques. Pourtant, les études statistiques internationales s'obstinaient à recueillir des taux d'échec scolaires élevés. À cela s'ajoutaient des résonances de non-compréhension de la part de quelques formateurs et de certains enseignants de cette méthode jugée trop complexe et pas adaptée. Ces rumeurs se sont amplifiées à tel point qu'une équipe canadienne d'experts a jugé bon de ne plus utiliser le terme compétence, mais celui de situation, avec des différences très subtiles mais dont les principes fondamentaux étaient quasi identiques. C'est dans ces conditions qu'une étude a été diligentée par des bailleurs et organismes d'expertise internationale en 2008. Elle a fait l'objet d'une conférence devant la CONFEMEN à Brazzaville, en juillet 2010 et de plusieurs rapports. Elle a été menée dans 5 pays, Cameroun, Gabon, Mali, Sénégal et Tunisie, dont le profil est suffisamment varié et ayant adopté l'APC à des périodes temporaires différentes. Cette étude a utilisé une méthodologie stricte et surtout, a rencontré non pas seulement ceux qui avaient bénéficié de la présence formatrice des experts, comme certains inspecteurs dont le jargon pédagogique s'était enrichi de termes plus ou moins abscons renforçant ainsi leur position vis-à-vis des enseignants. Mais aussi et surtout, les enseignants du monde rural, la majorité de la population des pays de l'étude est en effet issue du monde rural, directement, avec des enquêteurs parlant la langue locale. Et surprise, ces enseignants connaissaient vaguement le mot compétence. Ils en avaient entendu parler par leur inspecteur sans vraiment savoir à quoi cela correspondait étant donné qu'ils n'avaient pas vu la couleur d'un manuel ou d'un support pédagogique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.